Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, chers collègues, chers étudiants. Je suis vraiment très très heureux aujourd'hui d'ouvrir cette session, cette conférence sur l'accès aux médicaments, un défi global. Je défends cette vision d'un bien public mondial. Il faudra que les efforts de recherche soient récompensés, c'est logique, mais il faudra que nous luttions collectivement à travers cette initiative contre toute forme de rétention, contre ce qui serait inacceptable que dans tel ou tel pays, en particulier dans les pays les moins développés, on n'ait pas l'accès aux vaccins. C'est le président français Emmanuel Macron qui, en juin 2020, a tenu ces propos. En décembre 2020, la France achetait 200 millions de doses vaccinales pour 67 millions d'habitants, aux dépens d'un certain nombre de pays qui n'ont pas pu en profiter dans le même temps. I have a dream. Ça, c'est Martin Luther King, août 1963. Oui, le rêve que je fais, c'est que tous les médicaments et diagnostics essentiels, ceux qui sont établis par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont mis à jour, soient et deviennent des biens publics mondiaux. Et comment faire pour ça? Alors, Médecins sans frontières, avec son programme MSF Access, a donné de la voix pendant la pandémie. No Patent, le mouvement No Patent. C'est probablement pas seulement un problème de licence, en tout cas pour un grand nombre de ces médicaments essentiels ou de ces diagnostics essentiels, certains, un grand nombre, sont génériqués aujourd'hui. Et pourtant, ces médicaments ne deviennent pas des biens publics mondiaux. C'est extrêmement compliqué. On sent qu'il y a certainement le problème de la licence. Le panel indépendant de l'organisation, indépendant de l'Organisation mondiale de la santé, mais chargé de l'évaluation de l'organisation onusienne dans le cadre de la pandémie, avait vraiment proposé qu'on transfère les technologies, qu'on forme les personnes pour faire des vaccins, des traitements, des diagnostics sur le Covid dans tous les continents. C'est un défi global qui nous attend. Et ce petit livre, qui est écrit par Pauline Londet et Jérôme Martin, ici présents, qui vont nous le résumer, nous le présenter, essaye d'adresser ces questions. Je prendrai juste un seul exemple, un exemple qui d'ailleurs fait partie de la troisième conférence, l'accès aux anticancéreux d'Alfredo Adeo tout à l'heure. L'exemple n'est pas nécessairement dans sa conférence. C'est un exemple que nous avons vécu avec l'équipe de Pierre-Yves Dietrich au HUG. Sur la maladie de Hodgkin, c'est un cancer des cellules sanguines et qui atteint les jeunes essentiellement. C'est un cancer qui est très grave. On en meurt sans traitement pratiquement dans 100% des cas. Pourtant, si vous avez une maladie de Hodgkin ici à Genève, à Paris ou à Londres, vous êtes quasiment considéré comme être atteint du cancer des chanceux, comme on dit parfois. C'est-à-dire que vous avez une espérance de vie qui est quasiment la même que celui qui n'a pas ce diagnostic. Si vous êtes au Brésil, 70% de survie. Si vous êtes au Mali, pratiquement 10-15% des chanceux, mais des chanceux qui ont l'accès aux médicaments. Et c'est compliqué parce que ces médicaments ne sont pas très très coûteux, ne sont pas très chers, c'est des anticancéreux, ils ne sont pas extrêmement difficiles à administrer. Il est vrai qu'on donne aussi des traitements rayonnants avec des machines qui sont compliquées dans nos pays, mais on fait fondre la tumeur, comme disent les oncologues, avant de donner la radiothérapie, et en général, on peut avoir une survie qui est de l'ordre de 70% au minimum, simplement avec le traitement médicamenteux. Ce traitement n'est pas accessible. Il n'est pas accessible, et quand bien même il serait accessible,
il ne serait probablement pratiquement jamais donné parce qu'on ne fait pas le diagnostic de maladie de Hodgkin dans les pays à très faible niveau de revenus. Toute une chaîne qu'il faut reconstituer depuis le diagnostic jusqu'à l'expertise du diagnostic, jusqu'à la proposition du traitement, jusqu'au traitement, l'accès au traitement, l'administration de traitement, le suivi du traitement et de ses éventuels effets indésirables, et puis ensuite le suivi des patients pendant plusieurs années. Donc je voudrais maintenant laisser Pauline et Jérôme pour nous parler de combien coûtent nos vies, de l'accès aux médicaments, de ce défi global. Merci de votre attention. Bonjour, je suis Catherine Marie. Je suis journaliste scientifique et je vais modérer cette conférence. Je travaille pour le journal Le Monde en France et pour Le Temps également. Et je voulais vous remercier, Antoine Flahault, pour cette introduction sur le sujet, pour cette introduction avec cette belle utopie de I Have a Dream. Et je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève. Je vais maintenant introduire Pauline Londex et Jérôme Martin, qui sont les co-auteurs du livre « Combien coûtent nos vies ?», paru en septembre 2022 aux éditions 10-18, et qui sont également cofondateurs en 2019 de l'Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament. Donc Pauline Londex est autrice, elle est l'autrice de nombreux rapports sur les politiques du médicament qui concernent l'infection au VIH, le diabète, la tuberculose, ou encore les hépatites virales. Et ces rapports ont été réalisés essentiellement pour des organisations non gouvernementales, mais également pour l'Organisation mondiale de la santé. Elle a une reconnaissance, son expertise est reconnue, et lui vaut d'être membre depuis 2017 du comité d'éthique de l'Institut Pasteur. Jérôme Martin, lui, est enseignant, et il est impliqué depuis de nombreuses années dans la lutte contre l'infection par le VIH, notamment au sein de SIDAction. Il a également été président d'ACT UP Paris au début des années 2000 et il y a acquis une expérience sur la question d'accès au traitement et aux soins dans ce domaine, notamment dans les pays pauvres. Donc je vous laisse la parole. Bonsoir à tous et toutes. Un très grand merci pour cette introduction, professeur Antoine Flahault et à vous, Catherine Marie. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement les HUG, les hôpitaux universitaires de Genève et l'Université de Genève pour l'organisation de cette conférence à laquelle on est vraiment ravis de participer. Et peut-être, avant de laisser Jérôme parler dans un premier temps du livre, simplement dire qu'avec ce livre « Combien coûtent nos vies ?», on a essayé de faire quelque chose de synthétique, de court, mais de clair. Et notre idée, c'était que peut-être une lecture d'une heure ou deux, quelqu'un qui ne connaisse pas vraiment les questions d'accès aux médicaments, qui ne connaisse pas vraiment les problématiques de médicaments, puisse comprendre, se poser un certain nombre de questions et réfléchissent à, par exemple, au but de la recherche biomédicale si elle ne répond pas aux besoins de santé des personnes qui en ont besoin, ou alors aux questions éthiques qui entourent la disponibilité des médicaments et leur accessibilité en Europe, mais aussi dans les pays à bas et moyens revenus. Donc je vais laisser Jérôme prendre la suite et je finirai cette intervention. Merci Pauline. Bonjour à tout le monde. Donc comme Pauline, je remercie les organisateurs. Et donc je vais vous présenter très rapidement le livre, en tout cas le début du livre. Combien coûtent nos vies? Déjà le titre, c'est un slogan qu'ACT UP Paris, donc que j'ai pu présider, a choisi pour la manifestation qu'on organisait le 1er décembre, la Journée mondiale de lutte contre le sida, en 2008. Et à cette époque, on visait à sensibiliser à partir de ce mot d'ordre-là sur deux thématiques. D'une part, la question du prix du médicament dans les pays du Sud, qui était un blocage pour un accès universel au traitement. Et de l'autre côté, sur les politiques qui étaient menées en France d'austérité, qui commençaient déjà à attaquer l'hôpital ou l'assurance maladie, donc le système de santé solidaire.
Et en fait, on ne faisait aucun lien entre les deux, en tout cas à l'époque. L'objectif de ce livre, c'est notamment de montrer à quel point des constats qu'on pouvait faire dans les pays du Sud, dans les pays pauvres, sont valables aussi dans les pays riches. Ça ne veut pas dire que ça serait plus ou moins grave dans un pays ou dans un autre, mais il y a eu une vraie demande de la part de nombreux militants des pays du Sud que l'on soutenait dans leur combat pour l'accès au traitement, pour les génériques, contre les brevets, qui nous ont dit posez aussi ces questions-là dans vos pays aussi. C'est un système global qui pose problème. Alors ce système global, donc les interventions suivantes reprennent en fait les premières sections de notre livre. Au tout début, on a montré à quel point le système actuel, qui est marqué par l'inscription des biens de santé dans des logiques commerciales, dans des logiques de profit, dans des logiques marchandes, ne réussissait pas toujours à répondre à l'ensemble des besoins des populations. Donc un exemple nous sera donné tout à l'heure à partir de la question des maladies tropicales négligées. On peut aussi penser à d'autres aspects, y compris dans les pays tels que l'on connaît en Suisse, en France par exemple, la question de l'endométriose, pour lequel il y a un immense retard, notamment dans la prise en compte, ainsi que dans les recherches données. Et donc, tout à l'heure, on remercie le professeur François Chapuis de décrire tout à l'heure cet exemple sur ces questions-là que nous mentionnons aussi dans le livre. Un autre aspect des problématiques, c'est donc, comme je l'ai mentionné, la question du prix des médicaments. L'exemple qui sera abordé, c'est l'accès à l'insuline au niveau mondial, où se pose aussi la question du prix. Comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est très très balisé maintenant, notamment par la question de la lutte contre le sida, où on a pu montrer que les brevets, le monopole et les prix qui sont liés empêchaient une immense majorité des malades d'avoir accès au traitement et au traitement de référence en ce qui concerne le sida. Ça a aussi des conséquences dans nos pays. Quand donc on assiste à une explosion, une inflation des prix, notamment de ce qui nous est présenté comme innovation thérapeutique, on peut citer le cas du Zolgensma de Novartis, d'une filiale de Novartis, donc un traitement pour une maladie génétique très très rare, validé depuis, en tout cas en France, depuis 2 ans, et qui est en Suisse à 2,1 millions francs suisses l'injection pour un médicament qui a été développé par de l'argent public. Il a été développé par l'INSERM en France, donc Institut de recherche publique, ainsi que par l'argent caritatif du Téléthon, donc de l'argent venant de dons en grande partie défiscalisés. Et c'est aussi un des grands paradoxes de cette situation, c'est que ces prix extrêmement élevés, justifiés par des brevets, qui sont soi-disant légitimes parce qu'il y aurait une prise de risque et un investissement, on se rend compte qu'en fait, ces prises de risque et ces investissements sont en grande partie assurés par le public et par l'argent public. Et nous payons finalement les médicaments plusieurs fois pour leur phase d'élaboration, dans le remboursement des médicaments et dans d'autres types de situations dont on reviendra peut-être dans le débat. Donc on remercie vraiment David Béran de présenter l'exemple de l'insuline, et on rappelle par ailleurs que sur ces questions-là, l'organisation Santé Diabète, dont il est administrateur, réalise un immense travail sur la question de l'accès à l'insuline, notamment dans des pays d'Afrique. Et le dernier point que l'on déclinait donc dans les premières sections de notre livre, c'est la question des pénuries, et qui sont de plus en plus fréquentes. Alors en France, elles ont été multipliées par 6 en 10 ans, les signalements effectués. Et on voit bien qu'en Suisse, même si les critères pour notifier à l'Agence du médicament ne sont pas les mêmes qu'en France, il y en a énormément. J'ai vu dans les derniers articles datant d'hier ou d'avant-hier 650, et j'étais vraiment frappé à quel point ça devenait, en Suisse comme en France, un sujet d'article pratiquement quotidien dans des grands médias. Là, en Suisse, on compte, comme en France, comme aux États-Unis, comme au Canada, comme en Australie, des pénuries ou des tensions sur l'amoxicilline, un antibiotique. On compte aussi sur un anti-inflammatoire. Il y a eu des pénuries et des tensions sur des médicaments contre l'épilepsie, contre le maladie de Parkinson. Et on aura donc, par le docteur Alfredo Adeo, l'exemple de l'impact que ça peut avoir en matière de traitement du cancer. Donc voilà, donc la conférence qui va suivre, les interventions qui vont suivre vont pouvoir développer ce qu'on a présenté comme étant la description des problèmes qui sont posés aujourd'hui par cette logique d'un système de santé qui est avant tout assuré par le privé, même s'il y a beaucoup d'argent public, qui est
avant tout conduits par des logiques commerciales et de profit, et qui n'arrivent pas à répondre à tous les besoins en santé. Et pour poursuivre l'intervention de Jérôme, l'un des objectifs du livre, c'était vraiment pas de s'arrêter à ces constats. C'est-à-dire que ces constats sont essentiels pour comprendre le système de santé, le système autour du médicament et des produits pharmaceutiques, de leur développement, de leur production. Mais on voulait absolument pas s'arrêter à ces constats. Et on voulait absolument qu'une partie du livre, donc c'est la dernière, porte sur les solutions qui existent. Parce que dans différents pays, des solutions sont mises en place à différents niveaux pour essayer de trouver des solutions alternatives à cette situation. Donc, par exemple, on cite la production publique de médicaments, c'est-à-dire que pour des médicaments, les médicaments essentiels qui sont en rupture, que Jérôme a mentionné, notamment l'amoxicilline, etc., ces médicaments-là essentiels, on considère qu'ils devraient être produits publiquement pour qu'il y ait une sécurité sanitaire garantie aux personnes. Parce qu'on peut se poser cette question, est-ce normal que des médicaments qu'on sait synthétiser depuis plus d'un siècle, pour certains, soient en rupture dans les hôpitaux à Paris ou ici ou ailleurs dans les pays en développement. Et donc, on cite par exemple dans le livre l'exemple du Brésil et de toute la politique industrielle qui a été mise en place au Brésil au cours des 30 dernières années pour développer à la fois la production de matières premières, donc de principes actifs pharmaceutiques sur des médicaments, aussi des biomédicaments et aussi des vaccins et des diagnostics. Donc on considère que cette production publique, elle a un intérêt pour garantir la continuité de la sécurité sanitaire et aussi pour permettre, bien sûr, de permettre l'accès à la population à ces traitements. Parce que c'est aussi le fait de disposer de solutions comme la production publique, ça permet dans le rapport de force entre les autorités sanitaires et les industriels, pour le pays, d'avoir plus de poids dans les négociations et de dire si vous nous demandez un prix trop élevé, eh bien nous, on demandera à nos laboratoires publics de prendre en charge la production pour notre population. Et c'est ce que le Brésil a réussi à faire pour de nombreux traitements, y compris des traitements contre le cancer, y compris des traitements contre le VIH-Sida et les hépatites virales. Donc on considère que ça, c'est une piste essentielle qui doit être à la fois poursuivi au Brésil ou dans d'autres pays à bas et moyens revenus, mais également en Europe et dans des pays à haut revenu. David, tout à l'heure, en parlera certainement, mais la question de l'insuline est vraiment symptomatique, puisque aux États-Unis, alors que l'insuline a été découverte il y a 100 ans, eh bien, il y a un problème d'accès à l'insuline. Est-ce éthique que le fruit de la recherche scientifique n'arrive pas aux personnes qui en ont besoin? C'est vraiment une des questions qu'on essaye de poser dans le livre. On pose également la question des opportunités que pourrait représenter la production, disons la relocalisation en Europe d'une partie de la production, mais on parle de l'Europe parce que c'est notre ancrage, c'est là où on est, nous, physiquement, c'est pas par dogme particulier, mais en tout cas, on pense que sur les questions environnementales, il y a un enjeu aussi à réfléchir à d'autres moyens plus éthiques peut-être de prendre en charge la production pharmaceutique. Parce que aujourd'hui, 80% des principes actifs pharmaceutiques sont produits en Chine et en Inde. Ça veut dire que ces pays absorbent la pollution qui est liée à la production de ces médicaments. Donc c'est leur population qui absorbe cette pollution pour produire nos médicaments. Donc pour nous, il y a aussi une question environnementale et éthique à poser cette question une relocalisation ou une production qui serait différente, à la fois pour permettre un accès meilleur aux populations, mais aussi pour lutter, pour en tout cas répondre à des enjeux environnementaux. Et enfin, il y a une autre question qui nous paraît fondamentale, c'est bien sûr le danger que représente l'ultra-concentration de la fabrication des principes actifs pharmaceutiques dans uniquement une région du monde, avec les conflits qu'on connaît, la guerre en Ukraine, les conflits entre la Chine et Taïwan. Voilà, on a aujourd'hui une dépendance quasi totale sur certains médicaments vis-à-vis de ces pays. Par exemple, l'amoxicilline dont on parlait tout à l'heure, les principes actifs d'amoxicilline, les producteurs, il n'y en a qu'une poignée qui sont concentrés en Chine, principalement. Donc si demain la Chine, pour une raison ou une autre, arrête les exportations, eh bien ça aura un impact immédiat
sur les stocks disponibles dans les hôpitaux à Genève ou à Paris. Et ça, c'est pas uniquement une supposition, et je conclurai ici, mais c'est pas seulement une hypothèse. En fait, on a vu, cette situation a eu lieu pendant la première vague du Covid. En avril 2020, en fait, la Chine avait interrompu la production de certains sites au moment où le Covid est apparu en décembre 2019. Et donc, ça a ralenti la production de certains sites. Et ça, cette interruption de la production de la matière première pendant plusieurs semaines, eh bien, on en a vu tout de suite quasiment l'impact dans les hôpitaux parisiens où du jour au lendemain, quasiment, il n'y avait plus de midazolam et de curare qui étaient utilisés dans les services de réanimation. Bon, c'était évidemment, ça se croisait avec une explosion de la demande, bien sûr, mais on a vu tout de suite l'impact que ça a eu. Donc, je crois que les médicaments ne sont pas des biens commerciaux comme les autres, et il faut que les États réfléchissent à des politiques publiques qui permettent à la fois d'assurer l'accès, garantir l'accès à toutes les populations. Et c'est pour ça qu'en 2019, en fait, notre observatoire a été créé après l'adoption d'une résolution à l'Assemblée mondiale de la santé sur la transparence sur les marchés pharmaceutiques. Et nous, on plaide vraiment pour cette transparence parce qu'on estime qu'on a besoin de rationnel pour que les États puissent prendre les bonnes décisions en matière de politique pharmaceutique. C'est-à-dire, est-ce normal que le médicament dont parlait Jérôme, à 2 millions d'euros ou 2 millions de francs suisses l'unité, soit vendu au système de santé à ce prix-là, alors qu'il a déjà été financé par des fonds publics? Donc on considère que pour que les gouvernements puissent arbitrer sur ces prix des médicaments, il faut réinjecter du rationnel, de la transparence, des éléments concrets, pour sortir d'une forme de dogme où le privé absorberait tous les risques et le public n'en absorberait pas, alors que les exemples qu'on a tendent à prouver l'inverse. Donc je m'arrêterai ici, mais l'idée autour du livre, c'était vraiment de se dire chacun et chacune a un rôle à jouer sur ces questions d'accès aux médicaments. D'autres choses sont possibles. On peut s'inspirer de modèles qui fonctionnent dans d'autres pays. Et c'est pas une fatalité. On pense vraiment que les décideurs politiques en Europe, en Suisse, en France peuvent faire changer les choses pour que les médicaments soient accessibles à tous et à toutes. Merci. Merci Pauline Londex et Jérôme Martin pour cette présentation qui a permis de comprendre en fait que ces problématiques, elles sont générées par un système qui est fondé sur le fait que les médicaments sont des produits commerciaux et que ce problème aussi est un problème global qui est présent aussi dans les pays du Nord. Et donc maintenant je vais introduire les présentations suivantes, les intervenants suivants. Donc l'intervenant suivant c'est François Chapuis, qui est chef du département de médecine de premier recours et chef du service de médecine tropicale et humanitaire des hôpitaux universitaires de Genève. Il va parler du défi posé par les maladies tropicales négligées. Oui, bonsoir tout le monde. 10 minutes pour le défi de l'accès aux médicaments pour les maladies tropicales négligées, c'est pas tout simple. Je me suis permis de mettre également le logo de Médecins sans frontières. J'y ai travaillé un peu moins de 20 ans. Mais la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que une grande partie de la discussion va concerner finalement une maladie sur laquelle j'ai travaillé lorsque je travaillais avec eux. Je partageais mon temps avec les HUG. Les maladies tropicales négligées, elles ont des caractéristiques communes qui sont résumées là dans ce document de l'OMS. Sont clairement un indicateur de pauvreté et d'exclusion. Elles touchent des populations peu visibles, qui ont peu de poids politique. Elles entraînent souvent une stigmatisation et une discrimination, soit comme marqueur de pauvreté, soit parce que certaines des maladies provoquent des lésions en fait cutanées comme la lèpre ou la leishmaniose cutanée ou l'ulcère de Buruli, qui sont très discriminantes. Elles ont un impact important sur la mortalité et morbidité lorsqu'elles sont groupées ensemble, et ça a été d'ailleurs
le principe de regrouper ces maladies, c'était que pour leur donner finalement un impact comparable à la malaria ou le VIH ou la tuberculose, parce que prises indépendamment, elles n'avaient pas évidemment suffisamment d'impact pour attirer de l'argent pour de la recherche ou des programmes. Donc elles intéressent relativement peu la recherche, je vais revenir là-dessus. Et il existe des solutions efficaces et réalistes pour les combattre, soit pour les prévenir ou éventuellement pour certaines pour les éliminer. Il y a ces fameux articles qui sont connus dans ce domaine, on appelle de fatal imbalance, c'est le déséquilibre finalement entre le poids en fait des maladies infectieuses négligées qui regroupent les maladies tropicales négligées au sens strict et la malaria et la tuberculose par exemple, qui représentent 11 à 12% du poids global des maladies sur la planète et pour lequel le nombre de nouvelles entités médicamenteuses, de nouvelles entités chimiques, de nouveaux médicaments dans la période 75-99 représentant 1,1% et dans les années 2000 à 2011, 1,2%. Donc c'est clair qu'il y a un déficit de production de nouveaux médicaments pour ces maladies. Alors qu'est-ce que c'est ces maladies? C'est un ensemble d'une vingtaine de maladies, la plupart infectieuses, l'exception étant les envenimations par morsure de serpent. Tous les autres, c'est des maladies bactériennes ou parasitaires ou virales. Et j'ai choisi une parmi celles-là qui est la trypanosomiase humaine africaine. Voilà, moi c'est un petit peu, j'ai l'esprit de Noël, j'avais envie de vous parler d'une histoire qui se termine bien. Voilà. Parce que ce n'est pas le cas pour toutes. Alors la maladie du sommeil, c'est une maladie strictement présente en Afrique subsaharienne. Elle est dépendante aussi de la présence de son vecteur, la mouche tsetse. C'est une maladie qui touche vraiment des zones rurales, reculées, difficiles d'accès. Et c'est un parasite qui, une fois qu'elle est inoculée, va dans un premier temps envahir le système lymphatique et sanguin. Et après quelques mois ou quelques années, il va passer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans le cerveau et produire les lésions cérébrales multiples avec des problèmes neurologiques ou psychiatriques très divers. D'ailleurs, pour faire la distinction entre ces deux stades, il est nécessaire de faire une ponction lombaire à toutes les personnes diagnostiquées avec cette maladie. Pendant très longtemps, depuis le début du siècle passé, le seul traitement existant pour traiter les stades neurologiques, donc les deuxièmes stades, étaient des médicaments à base d'arsenic. Le dernier d'entre eux était le mélasoprol, utilisé depuis 1949, qu'on continuait encore à utiliser jusqu'au début des années 2000. On va revenir là-dessus. Il avait multiples effets secondaires, mais parmi ceux-ci, le plus redouté était la survenue brusque d'une hémorragie cérébrale ou d'un œdème cérébral qui était présent dans 5 à 10% des patients qu'on traitait et qui était mortel dans à peu près 50%. Donc vous imaginez qu'est-ce que ça représente par exemple, pour des programmes, ici c'était un programme MSF, mais c'était le cas évidemment pour les programmes du ministère de la Santé, de ramener les corps en fait dans les villages, là où le dépistage avait été fait quelques jours auparavant. Donc on avait une mortalité attribuable au traitement de 3 à 6%, et en plus on avait des problèmes croissants de résistance en fait à ce médicament. Et pourtant, on en est même à la fin des années 90, tout début des années 2000, on savait qu'il y avait un autre médicament efficace, plus sûr, qui s'appelle l'eflornithine. Et je vais vous raconter un petit peu son histoire en 1 ou 2 minutes. C'est un médicament dont à la fin des années 70 avait été développé en fait pour certains cancers, notamment le cancer de la vessie. Il était étudié dans ce centre, le Merrell International Research Center à Strasbourg. Et puis, assez rapidement, il y a un Cyrus Backe, qui est un chercheur en fait aux États-Unis à New York, a testé cette molécule chez la souris et a vu qu'elle était vraiment efficace pour la maladie du sommeil. Dans la partie du haut de cette slide,
on a les différentes fusions-acquisitions des pharma, les fabricants en fait de ces molécules. Donc ici Dow Chemicals qui a absorbé pour devenir Mereldo. Simon von Nieuwenhove, c'est un médecin flamand qui travaillait au Sud-Soudan à cette époque et puis qui traitait les gens avec la maladie du sommeil. Donc il faisait face à des problématiques de résistance déjà aux dérivés d'arsenic. Et puis, avec un de ses copains, ils sont allés à Strasbourg voir les scientifiques de Mereldo et puis ils ont bourré leurs valises d'efflornithine à consommation péroce. Ils sont retournés au Sud-Soudan, ils ont traité une vingtaine de patients et la majeure partie d'entre eux ont guéri. C'était la première utilisation sous forme orale du médicament. Puis le médicament a été développé sous forme intraveineuse. Peu après, fusion avec Marion Laboratories, dont le CEO d'ailleurs a beaucoup décrié en fait tout ce programme de recherche sur l'efflornithine. Et puis l'efflornithine a été enregistrée par la FDA américaine, puis en Ouganda 3 ans plus tard, mais toujours produit au compte-gouttes, à un prix très onéreux, et donc jamais disponible pour les patients sur le terrain. Marion Mereldo a donné la licence à l'OMS, et là, on a pendant presque une dizaine d'années, il y a eu des tentatives de l'OMS, ensuite l'OMS avec l'appui d'MSF, de trouver un autre producteur de l'efflornithine, mais toutes ces tentatives ont été sans succès. Les prix qui étaient annoncés de production étaient trop importants. 2 événements à la fin des années 90. Le premier événement, c'est la création d'Aventis suite à la fusion d'Urs Marion Roussel et de Rhône Poulenc. Et là, Aventis s'est retrouvé finalement avec dans son portfolio les 3 médicaments principaux contre la maladie du sommeil, la pentamidine, le mélarsoprol et l'efflornithine, avec des premiers contacts pris avec l'OMS. Et puis l'autre événement, c'est la commercialisation aux États-Unis d'une crème cosmétique qui s'appelle Vanica, qui est toujours commercialisée d'ailleurs, qui est de l'efflornithine, mais en pommade pour lutter contre la pilosité féminine. Rappelons que c'est un anticancéreux, donc ça diminue la production des follicules pileux, et ça marche aussi pour ça. Donc ça a généré une campagne médiatique évidemment très intense, notamment portée par MSF, et sa campagne d'accès qui était née 2 ans auparavant. Donc tout ça a été un catalyseur des accords en fait entre Aventis, puis ensuite Sanofi-Aventis, puis Sanofi, avec l'OMS, de production et de donation en fait des médicaments contre la maladie du sommeil, plus un programme de 5 millions par année de soutien en fait à l'OMS pour la lutte contre la maladie du sommeil. Donc quelque chose là, ça s'arrête en 2016, mais ça a été poursuivi encore jusqu'à maintenant. Alors l'efflornithine, enfin, au tout début des années 2000, dans les programmes MSF, on a pu commencer à l'utiliser. Et assez clairement, il a tenu ses promesses. C'était beaucoup plus serein, l'ambiance dans les unités d'hospitalisation. La mortalité était de l'ordre de 1% dans les patients traités, avec moins de 10% de rechute. Donc c'était un succès, mais malheureusement, il y avait des tels problèmes logistiques en fait pour utiliser ce traitement, puisque c'était 56 perfusions réparties sur 14 jours. Il fallait donc des besoins infirmiers très importants, également la nuit pour les perfusions nocturnes, et puis une logistique vraiment lourde, malgré la fabrication de ces kits. Là, dans le centre logistique de MSF à Bordeaux, on a ces boîtes de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, de 35 kilos, ça suffisait pour traiter 2 patients. Donc vous imaginez l'effort qu'il faut pour amener tous ces traitements dans les zones les plus reculées d'Afrique subsaharienne. C'est là que le DNDi entre en scène. Le DNDi, c'est le Drugs for Neglected Disease Initiative. C'est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 2003 avec 7 partenaires fondateurs, dont MSF, mais également des instituts de recherche dans les pays du Sud, avec l'objectif de développer des nouveaux médicaments pour les maladies
ou plus largement les patients négligés. C'est clair que c'est on appelle un partenariat de développement de produits. C'est une entité en fait qui récolte de l'argent de multiples horizons, des fonds publics, de fondations, etc., mais également des fonds privés, avec un bon mix, avec aucun fonds qui finance plus que 25%, c'est dans leur règlement, la règle du DNDi, pour garder une bonne indépendance. Et il couvre vraiment tout le spectre de développement, de la découverte de molécules actives à l'accès au plaidoyer. Donc c'est une manière de décharger en fait les investissements financiers des pharma pour, disons, à l'aide en fait de fonds divers. Donc le DNDi, il y a 3 actes majeurs, je dirais, dans l'évolution de traitement pour la maladie du sommeil. Le premier acte, c'est diminuer ce traitement des fluornitines par voie intraveineuse de 14 à 7 jours et de le donner seulement 2 fois par jour au lieu de 4 fois. Plus besoin de perfusion la nuit, etc. Et de l'associer à un traitement oral qui s'appelle le Nifurtimox. Un excellent traitement pour la maladie du sommeil qui a été intégré dans la liste de l'OMS et qui rapidement s'est imposé comme traitement de première ligne à peu près partout et qui a remplacé progressivement le mélasoprol en première ligne. Mais ça reste un traitement par voie intraveineuse, ça reste une logistique compliquée. Le deuxième acte, c'est le développement du fexinidazole. C'est une molécule qui avait été abandonnée à la fin des années 70 par Hearst, qui était c'est Hearst, Marion Roussel, etc. On a vu tout ce programme de fusion, qui a été redécouverte par le DNDi dans un processus de screening de molécules. Le DNDi s'est accordé avec Sanofi pour répartir les tâches et les responsabilités. Le DNDi s'occupant de tout le développement et des études cliniques qui ont été menées entre 2009 et 2017 et qui a abouti à un premier traitement oral efficace sur les 2 stades d'une durée de 10 jours avec 2 dosages un peu différents, un peu plus fort les 4 premiers jours et puis plus faible les 6 suivants, mais qui doit être pris avec un repas, donc quelques contraintes quand même avec l'utilisation de ce médicament. Il s'est révélé aussi efficace que le NECT, sauf dans les maladies très avancées. Il a été enregistré par l'Agence européenne des médicaments en 2018, intégré dans les guidelines de traitement OMS en 2019 et une première utilisation de terrain depuis 2020. Donc là, on a un traitement par voie orale, un petit peu compliqué d'utilisation encore, 10 jours de dosages différents, etc. Donc qui nécessite généralement une hospitalisation, mais qui permet d'être déployé déjà assez plus largement et pour la plupart des patients qui n'auront plus besoin d'une ponction lombaire pour définir le stade puisqu'il est actif sur les 2 stades. Et puis le troisième acte, c'est un troisième acte, il est actuel puisque la publication phare, elle a été publiée la semaine passée ou il y a 2 semaines. C'est l'acosiborol, un autre traitement oral qui cette fois se donne en dose unique, 3 comprimés, qui peut être pris à jeun. Et vraiment, les résultats de cette étude sont très très prometteurs, efficaces sur les 2 stades. Il apparaît sûr. Il va être testé encore sur un beaucoup plus grand nombre de patients. C'est ce qu'on appelle les suspects sérologiques. C'est des gens qui ont des anticorps mais dont on n'a pas prouvé l'infection, mais ça a un rôle très important dans le processus d'élimination de la maladie. Et donc c'est en cours, il y aura évidemment toutes les étapes d'enregistrement, d'intégration dans la liste médicaments essentiels, etc. Mais tout ça va se faire dans les années qui viennent. Donc c'est une excellente nouvelle, c'est un troisième acte, troisième révolution on peut dire, dans le traitement de la maladie du sommeil. Et c'est clair que le développement de ces médicaments, les fluornitines, puis le NECT, etc., a beaucoup contribué à favoriser le contrôle de la maladie, puisque c'est le principe même du contrôle, c'est de diminuer le réservoir du parasite, et l'humain étant le principal réservoir pour la forme d'Afrique de l'Ouest et centrale de la maladie du sommeil. Et on voit vraiment une baisse du nombre de cas annuels
avec les objectifs 2020 qui ont été plus que remplis, qui étaient de moins de 2000 cas par an, et puis un objectif de 2030 de l'OMS d'arriver à un arrêt complet de la transmission, donc 0 cas de maladie du sommeil. Et c'est sûr que ça passe, comme vous l'imaginez, par ce progrès massif qui a été accompli dans le traitement de cette maladie, avec des nouveaux médicaments qui permettent d'une part de simplifier également la démarche diagnostique, et même avec la Cosiborol, de ne même plus avoir besoin de prouver la présence de la maladie dans le futur. Malheureusement, ce scénario, il n'est pas extrapolable à toutes les maladies tropicales négligées. C'est un groupe de maladies très hétérogène, avec des problèmes d'accès aux médicaments très divers, qui va de l'absence totale de traitement, comme pour la rage par exemple, à une insuffisance de production. On pense le praziquantel qui est distribué dans les écoles pour le contrôle de la schistosomiase, il n'est pas produit en quantité suffisante. Il y a des problèmes d'arrêt de production, comme l'antivenin de choix en Afrique subsaharienne, qui était le Favafric, ou des médicaments simplement trop chers, comme la miltefosine pour la leishmaniose. Mais là, je m'éloignerais pas mal de l'esprit de Noël si je devais m'attarder sur ces exemples-là, mais ils sont bien présents et à vrai dire, ils dominent le tableau. Et je vous remercie pour votre attention. Je remercie François Chapuis pour cette passionnante présentation qui permet de vraiment comprendre comment un médicament, comment un médicament peut devenir pleinement accessible et comment le système aussi qui le développe et le rend accessible détermine cette accessibilité. Et c'est vraiment un exemple, je pense, très, très parlant et très emblématique de cette question de l'accès. Donc je vais introduire maintenant le deuxième intervenant, qui est David Béran, et qui est professeur assistant au département de santé et médecine communautaire de la faculté de médecine de l'Université de Genève, qui est membre du Centre facultaire du diabète, collaborateur scientifique du service de médecine tropicale et humanitaire des hôpitaux universitaires de Genève. Et il va expliquer pourquoi, 100 ans après sa découverte, l'accès à l'insuline reste problématique. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, pourquoi, 100 ans après la découverte de l'insuline, cette problématique persiste? Donc, très rapidement, l'insuline, c'est quoi? L'insuline est une hormone normalement fabriquée par le pancréas qui contrôle le taux de sucre dans le sang. Et pour les personnes qui ont le diabète de type 1, c'est une question de vie ou de mort. Donc, sans insuline, ces personnes vont mourir très rapidement. Tandis que pour les personnes avec le diabète de type 2, l'insuline est seulement nécessaire pour un meilleur contrôle. Donc, je vais vous présenter cette problématique en 6 chiffres. Donc, 9 millions, 100, 8, 3 est égal à plus que 90%, donc c'est plusieurs chiffres ensemble, 8,7 et 7,5. Vous inquiétez pas, il n'y a pas un examen à la fin. Donc, pour commencer, les 9 millions, ça représente 9 millions de personnes dans le monde qui ont besoin de cette insuline pour leur survie au quotidien. On voit que sur cette carte, c'est une problématique mondiale qui n'épargne pas les pays pauvres, les pays riches. Et en Suisse, on compte environ plus de 20 000 personnes qui ont besoin d'insuline au quotidien pour leur survie. Les 100, comme ça a été présenté, c'est les 100 ans. Donc en 1921, on a la découverte de l'insuline par 2 chercheurs à l'Université de Toronto qui montrent, comme l'ont présenté Pauline et Jérôme, l'importance des universités dans le développement de nouveaux traitements. En 1922, donc il y a 100 ans, on a la première utilisation de l'insuline par un enfant de nouveau au Canada. Et là, sur cette photo, vous voyez une jeune fille avant et après son traitement à l'insuline. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, en 2022, on estime qu'une personne sur 2 au niveau mondial n'a pas accès à l'insuline à cause de problématiques liées au prix et à la disponibilité de ce médicament. Donc le 8
représente 8 étapes complexes. Quand on pense, et le professeur Chapuis, Pauline, Jérôme l'ont aussi présenté, un médicament doit suivre un parcours assez complexe pour sortir d'un labo et arriver chez un individu qui doit l'utiliser. Donc on a cette première étape de découverte, recherche et développement d'innovation, et comme on l'a vu, c'est un rôle important des universités, et je pense qu'on peut être fier d'être ici à l'Université de Genève, qui participe activement à cet élément de recherche et de développement et d'innovation. Ensuite, il y a l'élément de fabrication. Il faut fabriquer ces médicaments. Malheureusement, les universités, les institutions publiques ne fabriquent pas les médicaments, et comme l'ont présenté Jérôme et Pauline, on dépend vraiment du secteur privé pour cette étape clé. Les médicaments doivent être enregistrés pour être mis sur le marché, donc plusieurs études cliniques, et c'est une étape clé pour garantir l'accès à des médicaments de qualité qui sont efficaces pour la population. En Suisse, on a de la chance, bon, on peut en débattre, c'est que le prix et le remboursement est défini par certaines règles, et en Europe, ces règles sont là pour définir le prix du médicament pour le système et pour le patient. Aux États-Unis et dans beaucoup de pays à faible et moyen revenu, ce rôle n'est pas joué par les gouvernements, et donc les prix sont fixés par le marché. Ensuite, ces médicaments, comme l'a présenté François Chapuis, doivent arriver aux populations, que ce soit ici à Genève ou au fin fond de la République démocratique du Congo. Et enfin, en bout de chaîne, c'est vraiment le rôle du système, donc cette interaction entre un individu et un soignant pour obtenir une ordonnance, une prescription, ensuite d'aller à la pharmacie, pouvoir obtenir ce médicament qui est des fois pas disponible ou trop cher, et enfin de l'utiliser correctement à la maison. Et donc, ces 8 étapes, à chaque étape, une difficulté en plus par rapport à cette problématique d'accès. Donc le 3, c'est 3 fabricants, et donc ça rejoint cet élément de monopole du marché. Donc 3 fabricants au niveau mondial contrôlent 99% du marché de l'insuline en termes de valeur, donc en termes de francs, dollars et euros d'insuline, et 96% du volume en termes de litres ou de flacons d'insuline. Et donc, est-ce que c'est acceptable de se dire que la majorité de l'insuline et de ce marché est dominée par 3 fabricants? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport au marché et à la sécurité de l'approvisionnement de ce médicament qui est nécessaire pour 9 millions de personnes tous les jours? 8,7, c'est presque 9 fois plus cher entre le prix de fabrication et le prix patient ici en Suisse. Donc des estimations par des collègues faites en 2018, qui incluent une petite marge pour le fabricant, estiment qu'un flacon d'insuline est fabriqué à 3,22 francs. Ce même flacon est vendu à 28,25 francs ici en Suisse en pharmacie. Donc est-ce que c'est acceptable d'avoir cette différence de prix? Mais ce prix, en Suisse, on pourrait se dire, on a un système qui fonctionne encore, mais qu'en est-il des pays plus pauvres? Et là, c'est plus choquant, c'est de se dire qu'au Mali, un employé public qui gagne le salaire le plus bas du secteur public doit travailler 7,5 jours pour pouvoir acheter un flacon d'insuline. Donc cette personne doit travailler plus d'1 semaine pour pouvoir s'acheter un médicament, et ça n'inclut pas les autres coûts. L'insuline est un liquide qui doit être injecté, les consultations, les tests, etc. Et donc, est-ce que, de nouveau, dans un contexte comme le Mali, ce prix est acceptable? Donc, pour conclure, on fait vraiment face à une situation inéquitable par rapport à un médicament qui a été découvert il y a 100 ans. Le brevet a été vendu à $1 canadien symbolique à un des fabricants qui continue à avoir un peu la main mise sur ce marché. Mais on fait face aussi à une problématique complexe où il y a un rôle du secteur privé. Et quel est ce rôle? Ça, on peut en débattre. Aussi, comme l'a présenté Pauline et Jérôme, quels sont les rôles de nos gouvernements ou des gouvernements au sens large, et aussi d'avoir une société civile engagée. Et je vais terminer ma présentation par une citation du livre de Pauline et de Jérôme. Dénoncer ce qui est injuste est une première façon de résister, même lorsque tout semble perdu. Et même lorsque tout semble perdu, il faut se rappeler que rien n'est véritablement irréversible en matière de politique.
Dans cette résistance, chacun a un rôle à jouer. Et je pense que d'un côté, on a cette situation inacceptable que 100 ans après la découverte d'un médicament, ce médicament n'est pas disponible pour tous. Et d'un autre côté, cet élément, ce rôle à jouer, c'est un rôle pour le secteur privé, pour les gouvernements et aussi pour la société civile. Merci. Merci David Béran pour cette présentation qui en appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous et des gouvernements sur cette question du prix des médicaments qui est déterminé par le marché. Et je vais maintenant introduire le troisième intervenant, qui est Alfredo Adeo, qui est un expert international sur les cancers thoraciques et qui est médecin-chef du service d'oncologie des hôpitaux universitaires de Genève et responsable du centre du cancer du poumon. Merci. Bonsoir à tous et toutes. Je suis ravi et vraiment honoré de pouvoir participer à ces conférences et pouvoir donner un peu un avis pour ce qui concerne la partie oncologique et parler un peu en manière un peu différente de ce qui se passe en oncologie. Souvent, je me retrouve à parler des prix des médicaments qui sont très chers et qui rendent l'accès aux médicaments difficile. Mais aujourd'hui, on va parler d'un aspect que, il faut me croire, c'est relativement sous-estimé par la communauté oncologique. Au moins, on ne parle pas trop de ça. Et c'est un problème important. Avant de commencer, je me permets comme ça, on sait de vous faire participer un peu à la conférence. Et là, je vous demande de participer. Je ne peux pas vous projeter de question pool, mais on va vous demander de lever la main. Vous croyez que le problème pénurie et d'accès aux médicaments, c'est plus fort en Suisse que dans le monde entier? Si vous croyez ça, il faut lever la main. Si vous croyez que c'est un problème global qui ça concerne la Suisse et le monde entier, il ne faut pas lever la main. Donc si vous croyez que ce problème concerne ou impacte que la Suisse, merci de lever la main. Si vous croyez que c'est un problème global, il ne faut pas lever la main. Je ne sais pas si c'est clair. On commence. 1, 2, 3. Si c'est que la Suisse, levez la main. Ok, la majorité croit que c'est un problème global. On verra. Alors, est-ce qu'on a un problème là, je me permets de projeter, désolé, je veux juste tourner pour vous montrer. Là, on commence à dire que toutes les données qu'on a, ce sont des données qui sont récupérées à droite et à gauche, c'est-à-dire qui sont souvent des surveys, des données collectées par des questionnaires. Là, ça montre déjà, au niveau global surtout, ça montre déjà la difficulté de récupérer des données pour avoir une claire vision de la difficulté. Est-ce qu'il y a un vrai défi? Est-ce qu'il y a une vraie pénurie des médicaments en oncologie? Vous voyez qu'en gros, dans l'île, il y a un peu l'évolution de la pénurie, donc c'est un problème global. Donc qui n'a pas levé la main avait raison, mais c'est un problème aussi suisse. Et peut-être on pense que la Suisse est très riche, on n'a pas ce problème-là en oncologie, mais ce n'est pas le cas. Et vous voyez qu'il y a une évolution, il y a clairement beaucoup de médicaments qui sont impactés par des pénuries, mais les médicaments anticancéreux sont bien impliqués. Et après on voit que clairement il y a des évolutions pendant les années, c'était un peu plus fort en 2017 plutôt qu'en 2018, mais en gros ça reste un problème important. Et là, de nouveau, là, c'est pour répondre à la question, que c'est un problème suisse ou un problème mondial, mais vous voyez que le shortage, la pénurie des médicaments, c'est un peu un problème global qui concerne la Suisse et les autres pays, et ce n'est pas nécessairement lié au coût des médicaments. Il ne faut pas imaginer que, après on verra, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que c'est peut-être difficile d'arriver à développer des politiques très claires pour éviter le problème. Là, c'est juste, de nouveau, il y a plein de papiers, vous pouvez aller consulter. Là, c'est un papier où ils ont montré que déjà c'était fait, c'est des questionnaires remplis par des pharmaciens oncologiques aux États-Unis et par des oncologues. En gros, ils ont marqué s'il y avait des difficultés à récupérer certains médicaments antitumoraux ou anticancéraux. Et j'essaie de vous le montrer comme ça, sinon je n'arrive pas à vous le montrer. Là, on voit si j'arrive. Ouais, là, c'est qu'on n'y a pas des pénuries. De ce côté-là, c'est qu'on y a des manques de médicaments. Et là, pour qui ne connaissent pas les médicaments oncologiques, pour vous garantir que ce sont des molécules qu'on utilise d'habitude, ce ne sont pas des nouvelles molécules très compliquées à obtenir, ce sont des molécules très efficaces, qui ont été très efficaces en oncologie. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a ça. Et là, en gros, il y a eu plusieurs épisodes de pénurie de ces molécules qui ont fait que, d'un l'autre côté, pour répondre au problème, qu'est-ce qui se passe quand on a une pénurie?
qu'est-ce qui se passe quand l'oncologue il va donner un traitement à un patient, parce que ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, je vois un patient, on peut parler de l'lymphome d'Hodgkin, on imagine, je veux donner un traitement, la doxorubicine, on prend l'exemple comme ça au pif, et je contacte mon pharmacien et il me dit mais on l'a pas, il faut attendre. Alors de nouveau, on a un patient qui doit être traité de manière immédiate, urgente. On a quelqu'un qui doit comprendre pourquoi on n'a pas le médicament, donc il doit entre guillemets dédier son temps pour contacter la boîte pharmaceutique, pour contacter les autres pharmacies, pour voir de le récupérer. Est-ce qu'il y a un retour stock? Est-ce qu'il y a un problème avec le manufacturer? Il y a plein de questions. Et après, l'oncologue, parfois, dans certains pays, peut décider, je n'ai pas ce médicament-là qui est le bon médicament, mais je vais utiliser un médicament différent qui peut être efficace, mais c'est moins efficace que le médicament qu'on aurait dû donner, parce qu'on est pressé pour traiter le patient, pour traiter la maladie. Après, là, c'est extrêmement intéressant, c'est de nouveau pourquoi on a ça. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi en oncologie, en Suisse et dans le monde entier, on a des difficultés à récupérer le médicament? Et ce n'est pas si simple. Après, je vais vous montrer dans les détails, avec les pourcentages, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de coût? Pas nécessairement. Souvent, les médicaments qui ne sont pas disponibles ne sont pas les plus chers. C'est exactement le contraire. Parce que parfois, et c'est déjà arrivé dans certains pays, parfois on dit mais il faut juste négocier le prix s'ils sont trop chers. Et après, on peut avoir des médicaments au bon marché. Parfois, ça, c'est pas nécessairement là très utile, parce qu'il y a eu des cas dans certains pays européens. Par exemple, pour certains médicaments, le prix était trop bas, que la boîte pharmaceutique a décidé d'arrêter de produire ce médicament dans ce pays-là. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il faut aller réparer le médicament ailleurs. Et là, c'est faisable, après le coût est plus cher, ça prend plus de temps pour l'avoir, et ce n'est pas nécessairement dans la politique, parce que pour moi, je ne suis pas un économiste, peut-être dans ma tête, je dis, mais c'est mieux de négocier le prix le plus bas, le mieux possible. Il faut être très attentif. Parfois, trop bas, ça pourrait être en défaveur du patient, en défaveur de ce qu'on fait. Et là, de nouveau, juste un morceau pour notre partie, juste pour dire, c'est pas que les adultes, c'est pas que le cancer des adultes, c'est aussi le cancer des enfants. Donc, c'est vraiment un truc qui peut toucher les adultes et les enfants. Et là, de nouveau, c'est l'impact, c'était notre rapport, notre papier qui était publié. Là, ils ont juste pour montrer que les plus attentifs à l'épénurie sont souvent les pharmaciens et pas nécessairement les oncologues. Parce que c'est clairement... Après, j'ai un conflit d'intérêt. Ma femme est pharmacien, mais elle n'est pas là. Donc, c'est pour ça que je dis ça, mais elle n'est pas là, même si j'ai un conflit d'intérêt majeur. Mais c'est vrai, ils sont les plus attentifs parce que c'est clair, c'est les pharmaciens qui s'occupent de récupérer, de commander, de livrer, etc. Donc, ils ont vraiment l'impression, ils se rendent bien compte du problème. Et là, vous voyez, de nouveau, j'essaie de vous montrer, là, c'est les médicaments, ils ont déclaré les médicaments où il y a eu des retours stock, ou en tout cas des pénuries. Là, c'était déclaré en bas par les pharmaciens, et là, c'est pour les oncologues. Il n'y a pas nécessairement une correspondance très claire, mais c'est plutôt les pharmaciens qui ont déclaré plusieurs médicaments. Et tous ces médicaments, vous voyez, par exemple, il n'y a pas d'immunothérapie, je ne sais pas, vous êtes familier avec ça, immunocheckpoint inhibitor, c'est une molécule qu'on utilise beaucoup, des thérapies ciblées sont beaucoup, ils ne sont pas là. Ce ne sont pas les médicaments plus chers le problème. Le problème, ce n'est pas le coût des médicaments. Ce n'est pas ça la cause de la pénurie. Alors, pourquoi on a ce problème? Il y a plusieurs facteurs, mais c'est des problèmes de production souvent. Ça pourrait être des productions de qualité, parfois ils ont des problèmes, ils disent ça va, il y a malheureusement un retard, ça prendra au lieu qu'une semaine, 2 semaines pour produire un certain médicament. Il y a parfois le fait que, pour certains médicaments, tout d'un coup, il y a un augment de demande. Et la boîte pharmaceutique qui produit la molécule n'est pas capable de reprendre cette demande, et il y a un pénurie. Après, pénurie, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus accès au médicament jamais, ça veut dire qu'au lieu de l'avoir aujourd'hui disponible, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ça a un impact avec des patients qui attendent leurs médicaments. Et après, parfois c'est arrivé, je portais l'exemple de certains pays où le manufacturier, la boîte pharmaceutique a décidé, moi ça ne me convient pas du tout de produire ce médicament là-bas, bon, j'arrête de produire le médicament en France, en Suisse, en Italie, et bon, tant pis, après à vous de vous débrouiller pour récupérer le médicament. Alors là, était en papier, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais en tout cas, l'European Society of Medical Oncology, c'est la société européenne des oncologues médicaux, a essayé de développer des recommandations. Parce que, ok, merci Alfredo, merci de nous dire on a un problème, on a compris que ce n'est pas clair pourquoi, déjà, merci de nous avoir bien aidé, mais comment on peut éviter de faire ça, ou comment on peut nous tous travailler ensemble pour
arriver à réduire l'impact et éviter si on peut des pénuries et surtout de ne pas exposer le patient à cet stress. Parce que de nouveau, un patient qui vient vers moi avec un cancer, à qui je dois dire « désolé, on n'a pas la molécule parce qu'on est en pénurie aujourd'hui », je ne sais pas si à juste titre, il ou elle comprendra pourquoi et il acceptera. Là, il y a plusieurs facteurs qui sont comme possible des recommandations majeures de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Je ne vais pas trop dans les détails, mais en gros, la première chose à faire, c'est que, par exemple, nous, on ne le fait pas tout le temps, c'est par exemple de travailler ensemble pour faire une liste des médicaments qui sont essentiels en oncologie, travailler avec notre pharmacien déjà pour faire cette liste-là, essayer le plus possible de collecter et reporter s'il y a des pénuries, s'il y a un auto-stock, s'il y a des problèmes majeurs qui sont arrivés pendant l'année, comme a été fait. Il y a aussi, oui, il faut aussi clairement incentiver l'infrastructure improvement, ça veut dire aussi travailler avec le boîte pharmaceutique pour essayer de prédire si ça peut arriver, parce que ça, souvent, nous, on ne le sait pas, mais qui produit le médicament est au courant de ça. Et ça sont des aspects qu'on doit absolument garder, et c'est le plus possible de prédire dans la mesure du possible. Là, juste de nouveau, pour arriver à les conclusions. C'est un problème réel, c'est un problème qui ne concerne pas, ça n'a rien à voir avec le coût du médicament. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça concerne le médicament pour les adultes, ça concerne le médicament malheureusement pour les enfants, ça concerne la Suisse, ça concerne tous les pays. Ça n'a rien à voir avec le fait que la Suisse est riche, donc ça veut dire qu'elle n'est pas impactée. Elle est impactée comme les autres pays au niveau mondial. Comment on peut faire pour essayer de réduire ce problème? Mais c'est clair, pardon, il y a différentes exigences. La première chose, c'est de reporter et collecter qu'il y a un problème. Chaque fois qu'il y a effectivement une pénurie de médicaments, il faut faire une liste. Il faut discuter au niveau clairement du gouvernement pour essayer de sensibiliser le plus possible à cet aspect qui est extrêmement important. Il faut créer des groupes de travail avec les pharmaciens, les oncologues, pour pouvoir le plus possible faire des listes des médicaments qui sont, surtout pour l'oncologie, qui sont considérés comme essentiels. Ça, c'est absolument la priorité. Et ça, c'est la seule manière d'essayer, et ce n'est pas seulement le coût de nouveau des médicaments qui nous permettra d'éviter des pénuries dans le futur. Donc, j'espère que ça c'est relativement clair. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des autres aspects que je n'ai pas touchés dans ma présentation. Peut-être on va l'aborder pendant la discussion. Parfois, la pénurie, c'est une raison pour laquelle on n'a pas accès aux médicaments. Après, parfois, il y a des autres raisons pour lesquelles on n'a pas accès aux médicaments qui sont liées à des médicaments qui sont approuvés, mais pas nécessairement, qui sont remboursés, qui sont approuvés, pardon, mais pas remboursés. Mais ça, c'est un sujet peut-être qu'on va discuter pendant notre discussion. Et avec ça, je me arrête. Et là, c'est un message très important. Nous, on doit tout faire pour éviter vraiment que les personnes atteintes d'un cancer payent ce prix-là. Là, c'est à nous d'éviter le plus possible, d'ajouter un extra niveau de stress concernant leur maladie, qu'on dit, malheureusement, on est désolé, c'est une molécule qui fait 60 ans qu'on utilise, mais on est auto-stock pour des questions XZ. Et là, il faut que nous travaille tout ensemble avec les institutions pour éviter le plus possible, ou réduire le plus possible cet aspect-là qui est un problème réel qu'il ne faut pas sous-estimer. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Alfredo Adeo, pour cette présentation qui apporte un éclairage inédit sur la problématique de l'accès aux médicaments dans les pays du Nord, en mettant l'accent sur la question des pénuries, la complexité aussi des causes, des facteurs en cause, avec ces questions aussi de la régulation, par exemple, de l'accès et de toute la chaîne en fait, de production qui est en jeu et qui est traitée en détail dans le livre de Pauline Londex et de Jérôme Martin. Et après ces présentations qui ont permis de faire un tour d'horizon de cette question et qui ont permis vraiment de comprendre, je pense, cette problématique en traitant les aspects du système, les aspects liés aux pénuries, les aspects liés aux coûts qui sont donc traités dans ce livre. Le débat est désormais ouvert avec le public et donc je vais proposer aux différents intervenants de prendre place pour qu'il puisse y avoir des interactions avec le public. Je vous propose pour lancer le débat de commencer par poser une question et puis ça vous permettra à vous de prendre le relais sur ces questions.
Donc c'est vrai que la question d'accès aux médicaments, traditionnellement, dans notre représentation des choses, on a l'habitude de l'associer aux problèmes aux pays du Sud, en fait. Et là, cette conférence débat montre vraiment que le problème est global, il est systémique et qui touche aussi les pays du Nord. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème dans les pays du Nord alors qu'en fait on n'en a pas conscience, notamment sur des médicaments qui sont vitaux comme le cancer du poumon? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question? Pauline et moi venons d'Act Paris, et on a mené des luttes sur ces questions-là dans les pays du Sud et dans les pays pauvres. Sur les questions du prix, sur les questions du manque de disponibilité, sur les questions de domaines de recherche, d'angle mort de la recherche. Et c'est à la fin des années 2000-2010 que des militants des pays du Sud nous ont dit « mais il faut que vous posiez aussi les questions dans vos pays à vous », parce que... Pardon ? Des militants qui sont par ailleurs dans la salle. Pour certains et certaines d'entre eux, qui sont pionniers, qui sont à l'avant-garde à la fois de la dénonciation des problèmes, mais aussi de propositions de solutions autour des enjeux de propriété intellectuelle, autour des enjeux de production publique. Bonjour Marcella. Et et donc des militants de ces pays et aussi du sud-est asiatique, d'Inde, de Thaïlande, nous ont dit poser ces questions-là aussi. La question du prix, peut-être qu'elle est invisible dans un pays comme la France ou la Suisse où il y a des protections sociales solidaires, mais en fait, elle est problématique aussi. Et on l'a bien vu que la question des pénuries, elle se pose aussi de plus en plus. Il y a derrière ça une explication systémique, c'est-à-dire que, comme on l'a indiqué, le médicament est inscrit dans des logiques marchandes, commerciales. Et là, il y a un point de vue non dogmatique à avoir, c'est est-ce que ça fonctionne? Le problème, c'est qu'on l'a vu à travers toutes ces interventions, le droit à la santé, les logiques de santé, elles ne sont pas forcément compatibles avec ces logiques commerciales. Pour le domaine de recherche, pour les domaines de recherche négligés, la financiarisation de plus en plus forte de la recherche, on a vu le système de concentration qui a été décrit par le professeur Chapuis tout à l'heure. Donc ces laboratoires qui sont rachetés les uns après les autres, qui deviennent des grandes entreprises, des multinationales. Comment définissent-elles leur orientation de recherche? Est-ce que c'est vraiment en fonction de besoins de population qui ne vont pas forcément garantir des revenus suffisants pour les actionnaires, ou est-ce que c'est dans des logiques plutôt à court terme de se dire je prends ça, je ramasse ça? Ce que l'on voit donc en matière des conséquences de la financiarisation de la recherche, c'est que ces multinationales ont de plus en plus externalisé la recherche, vont aller enquêter auprès de start-up ou de recherche semi-publique ou publique pour découvrir des innovations, vont les racheter à ce moment-là, mais une fois que le médicament aurait été pas mal développé. Mais un tel dispositif, ça permet pas en fait de répondre forcément aux besoins de la population. Donc on va se retrouver avec des opportunités. Et pour vous donner un exemple très très clair, Sanofi, donc qui est cette grande entreprise soi-disant française, mais qui est en fait une multinationale, au milieu des années 2010, a revu à la lumière de ses logiques financières ses priorités de recherche, a abandonné Alzheimer jugé pas rentable, a abandonné la plupart des maladies infectieuses, parmi lesquelles le coronavirus. 5 ans avant la crise que l'on connaît. Donc, énormément de personnes qui travaillaient sur la recherche autour du coronavirus sont parties ailleurs, notamment chez Pfizer. Et résultat, Sanofi s'est retrouvé un petit peu démuni. Donc là, c'est une explication systémique concernant la production et les pénuries. On l'a bien dit, ce sont ces mêmes logiques de rentabilité plutôt à court terme qui ont amené les producteurs qu'on pouvait avoir en Europe ou dans les pays riches à délocaliser la production, notamment de matières premières. Le phénomène de concentration qu'on a vu sur les domaines de recherche, il s'est fait aussi sur la production de matières premières, ce qui fait que pour un même médicament, vous pouvez avoir peut-être plusieurs façonniers, c'est-à-dire des personnes qui interviennent à une étape ultérieure de la fabrication, mais vous allez avoir 1 ou 2 producteurs de matières premières. S'il y a un souci dans cette source-là, en Chine, en Inde, où il y a 80% de nos médicaments qui ont leur principe actif défini, vous n'avez pas de solution de remplacement. Toujours dans cette logique-là, en fonction des tensions, s'il y a un médicament sur une tension, la logique d'offre et de la demande va faire que le producteur va vendre ses médicaments au pays ou à l'acheteur qui vendra le plus.
On l'a vu au moment des vaccins contre le Covid. Les campagnes en Europe, notamment en France, ont connu du retard de plusieurs semaines, parfois d'un mois, parce qu'il manquait des vaccins, parce que les producteurs avaient vendu les premières doses d'abord aux États-Unis, à Israël ou au Royaume-Uni, qui payaient beaucoup, beaucoup plus cher. Donc on a cette inscription-là. Donc ce que les militants des pays du Sud, ce que l'on constate en matière d'inégalité, ça revient forcément à un moment ou à un autre dans nos pays à nous, si on ne remet pas en cause, si on n'interroge pas en cause ce système-là. Si oui, je peux juste ajouter, je suis complètement d'accord. Et en gros, pour résumer, il faut imaginer que tout ce qui concerne le médicament est lié vraiment à l'aspect commercial, en gros. Les problèmes sont liés à des aspects commerciaux. C'est peut-être parce que qui produit le médicament décide qu'il ne faut pas trop investir sur ce médicament-là, il faut délocaliser la production du médicament, par exemple, ou, c'était l'exemple que j'avais apporté, ou parce que il y a des médicaments qui sont plus chers et donc plus rentables, et dont il faut investir un peu plus à produire ça, à réduire la production d'autres médicaments. Il ne faut pas imaginer que, parce qu'on est en Suisse, on n'est pas touché, on ne va pas être touché par ça, on était déjà touché. Moi, je crois que c'est un problème, au moins pour l'oncologie, vraiment sous-estimé. Souvent, on se focalise sur les coûts des médicaments très innovatifs, des derniers médicaments, et parfois, on oublie un peu qu'on est strictement dépendant de cette entreprise privée qui, en gros, décide un peu au niveau commercial, ne décide pas avec des autres vrais facteurs. Pour ajouter un point dont on n'a pas forcément parlé jusqu'ici de cette façon, en fait, on constate une augmentation du prix des médicaments depuis une dizaine d'années, et il y a eu un tournant qu'on situe à peu près en 2013-2014, autour de l'arrivée en Europe des traitements contre l'hépatite C, des nouveaux traitements. Et en fait, on constate depuis ce moment-là vraiment une explosion, une dynamique d'explosion du prix des nouveaux médicaments. C'est-à-dire que les firmes pharmaceutiques qui négocient le prix d'un médicament avec un État, donc on a l'exemple en France évidemment, mais aussi en Suisse, et bien on se rend compte que ces prix sont de plus en plus élevés. Donc en 2014, le prix des médicaments contre l'hépatite C commercialisés était, pour un traitement de 3 mois, à 56 000 €. Ensuite, on a eu certains médicaments contre le cancer commercialisés pour plusieurs centaines de milliers d'euros donc dans les années qui ont suivi. Et on a eu l'exemple récent qui a été tout à l'heure mentionné par Jérôme. En 2019, un traitement contre une maladie rare commercialisé pour 2 millions d'euros l'injection. Et il y a de nouveaux traitements qui devraient être commercialisés à des montants aussi élevés. En fait, nous, ce qu'on dénonce, et ce qu'on a dénoncé déjà il y a 10 ans autour du traitement contre l'hépatite C et du prix, c'est que si on ne réinjecte pas du rationnel dans la fixation du prix des médicaments avec des critères objectifs, eh bien rien ne pourra stopper cette explosion du prix des médicaments. Et le problème, c'est que cette explosion du prix des médicaments, elle a un impact aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de la France. En fait, en France, on a une diminution des prix qui sont des dépenses qui sont allouées aux hôpitaux, par exemple aux hôpitaux publics. Donc, on demande constamment au personnel soignant, enfin, les personnels soignants sont en sous-effectif par rapport aux besoins. On demande constamment de couper des dépenses nécessaires à une prise en charge de qualité des personnes, si bien que des praticiens hospitaliers en France, depuis plusieurs années, disent que leur prise en charge des patients est une prise en charge dégradée. Donc, c'est-à-dire que, c'est vraiment les praticiens hospitaliers qui alertent là-dessus, qui disent on ne peut pas traiter les personnes de façon éthique, en suivant les recommandations de bonne pratique, on ne peut plus le faire. Donc cette question-là a été documentée par le Conseil consultatif national d'éthique en France, cette question du prix, de l'accès pour les Français aux innovations thérapeutiques. Et on se rend compte que si ces prix-là, si on ne répond pas à cette question de l'augmentation du prix des nouveaux médicaments, eh bien, on ira vers une prise en charge vraiment dégradée des personnes à travers une réduction des dépenses pour d'autres postes de santé essentiels, mais également parce que le système de santé ne pourra pas couvrir 2 millions d'euros le traitement pour un nombre important de personnes. Donc c'est aussi la prise en charge universelle qui est remise en cause par ces prix des médicaments, et si rien n'est fait, ça va poser de sérieux problèmes au système de santé.
Merci pour ces réponses. Est-ce que, alors je vais remonter sur la scène. Merci pour ces réponses. Donc, est-ce que le débat est ouvert aussi avec la salle? Est-ce que des personnes veulent prendre la parole? Bonsoir. Merci beaucoup pour ces présentations. Ma question est sur l'insuline. Elle est peut-être basée sur des idées fausses. Alors, si jamais les idées sont fausses, je serais ravi de le savoir. Il me semble que pour un certain nombre d'insulines qui fonctionnent bien, les brevets sont échus maintenant. Ce qui, pour moi, veut dire que la recette est libre et que n'importe quel laboratoire peut l'utiliser librement. J'ai vu dans votre présentation que de produire un flacon d'insuline, ça coûte 3 francs. Alors, qu'est-ce qui manque pour apporter l'insuline à tous les gens qui en ont besoin? Merci pour votre question. Oui, sur la quasi-totalité des insulines, il n'y a plus de brevets. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment le rôle de cette concentration du marché. Et donc, pour des nouveaux entrants, les barrières d'entrée sont énormes. Parce que ce qu'on voit, c'est toute la chaîne, que ce soit les médecins, les leaders d'opinion, les associations de patients, sont tous, d'une manière ou d'une autre, liés à ces fabricants, que ce soit les congrès ou d'autres choses. Et ensuite, c'est de dire, les insulines biosimilaires, il y a des fabricants qui fabriquent en Chine, en Inde, en Pologne, en Russie, et on a malheureusement cette vision de dire, mais moi je veux pas ce qui est produit en Chine, en Inde, ou je veux ce qui est produit au Danemark, aux États-Unis ou en Allemagne. Donc il y a pas mal de barrières par rapport à cette entrée sur le marché. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que ces petits fabricants sont dans un cercle vicieux, parce que la plupart de ces fabricants n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché dans des pays riches. Et donc, ils n'arrivent pas à utiliser toute leur capacité de production. Donc, ils fabriquent, la plupart d'entre eux, à plus que 3 francs. Donc, ils n'arrivent pas à concurrencer les prix des grands fabricants. Ils sont vraiment dans un cercle vicieux qui va au-delà, je dirais, du simple prix, mais aussi de cette perception des prescripteurs et des utilisateurs d'insuline. Donc, c'est vraiment difficile. On espère qu'il y aura de nouveaux entrants dans ce marché, mais c'est un marché très concurrentiel qui est vraiment dominé par 3 fabricants. Et, il existe aux États-Unis une initiative qui a été lancée il y a quelques années qui s'appelle Open Insuline, qui vise à mettre à disposition des techniques pour fabriquer l'insuline en open source, comme il peut y avoir des logiciels libres par exemple. Au niveau scientifique, technologique, les choses avancent, mais la grosse inconnue, c'est effectivement le modèle économique, c'est-à-dire à la fois les barrières réglementaires. Alors soyons clairs, la question réglementaire de sécurité, des bonnes pratiques, c'est très très important, mais le gros souci, c'est que l'application, par exemple aux États-Unis, mais aussi en Europe, en France, n'est pas adaptée au modèle économique des entreprises. Donc ce modèle-là actuel va favoriser les grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens pour payer aux États-Unis, par exemple, la FDA. Et donc, des petites initiatives comme celle d'Open Insuline qui n'ont pas forcément l'argent derrière, est-ce que économiquement ça peut marcher? Voilà, on attend de voir, c'est sur la voie, mais c'est un gros souci. Donc, vous avez raison, le brevet, la propriété intellectuelle, c'est un vrai souci de l'accès, mais ce n'est pas le seul. Donc, la concentration de marché, les questions réglementaires et de leur application en fonction du niveau économique des producteurs, c'est aussi d'autres entraves à ce droit à la santé, à l'accès universel au traitement. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est aussi cet élément de fabrication. Se dire qu'à l'Université de Genève, on peut fabriquer de l'insuline, mais c'est quelques millilitres. Là, ce qu'on a besoin, c'est des hectolitres. Et ce que l'industrie pharmaceutique a bien réussi, surtout dans le domaine d'insuline, c'est à échelle. Si vous êtes jamais à Strasbourg, donc c'est juste en dehors de Strasbourg, il y a un fabricant d'insuline, c'est des bâtiments mais énormes qui font, je dirais pas l'Expo à côté, c'est tout petit. Donc c'est vraiment cette échelle de production et cette force du secteur privé, cet élément de production à échelle, et ces grands fabricants arrivent à fabriquer à très bas prix
et les petits fabricants n'arrivent pas à concurrencer ces énormes usines à fabriquer de l'insuline. Il y a une question aussi. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pouvez commenter, au-delà des déterminants commerciaux de l'accès aux médicaments, en parlant plutôt des déterminants politiques, probablement d'accès aux médicaments. En vous donnant un exemple, je pense que ce n'est pas au hasard qu'en Suisse, en oncologie, on peut prescrire la dernière molécule pour traiter un cancer, parfois avec un bénéfice minime. En même temps, un fumeur de 45 ans qui a fait déjà un infarctus du myocarde, on l'envoie pour une consultation pour arrêter de fumer. La consultation, elle est remboursée, mais par contre, tous les traitements, ils ne sont pas remboursés. Ça veut dire qu'il y a un choix politique derrière ça et probablement peut aussi moduler l'accès aux médicaments. Et dans les pays riches, par exemple. Est-ce que vous voulez commenter ça? Merci José pour ta question très simple, à laquelle je n'ai pas une vraie réponse, dans le sens que c'est clair que nous, on doit... Pour moi, notre rôle, c'est de dénoncer, entre guillemets, ce qui nous croit, ce qui ne va pas, essayer de travailler avec qui clairement a des rôles différents de nôtres pour essayer de changer ça. Mais c'est clair, je suis d'accord avec toi, il y a un choix politique. On peut même, je ne veux pas discuter de le fait qu'il y a des médicaments aussi à laquelle on a, qui sont, je vais lui dire ça, sont remboursés, mais ils ne sont pas dans la liste des médicaments à laquelle on peut accéder à travers des articles de la loi, qui fait que après c'est l'assurance qui accepte pas la prise en charge de médicaments, on se retrouve avec deux personnes, deux voisins qui ont deux assurances différentes dans la même ville, un qui arrive à accéder aux médicaments et l'autre qui n'arrive pas à accéder aux médicaments. C'est une aberration. Donc je suis d'accord qu'il faut que nous on dénonce un peu, c'est que ça ne va pas, mais après il faut au niveau politique arriver à changer ça. Mais là je n'ai pas la réponse de comment on peut le faire. Je peux y aller? Oui. Allez-y. Ok, ma question, elle va aller pour la trypanosomiase, parce que mon père fait partie de la première promotion d'infirmiers du centre de formation de la brigade d'hygiène mobile et de prophylaxie de Bobo-Dioulasso. Donc mon père, deuxième promotion des infirmiers africains qui ont été formés pour délocaliser la médecine française sur le terrain, parce que les indigènes, ils mouraient de la maladie du sommeil et des grandes endémies, donc on a délocalisé, mon père fait partie. Je suis né et grandi dans des léproseries et on appelait mon père le tripano. Donc, c'est intimement lié. Et je suis vraiment très touché de ce que vous venez d'expliquer et de me rendre compte que la maladie du sommeil était traitée par l'arsenic. Mon père est mort en 2009, il est venu en Suisse. Donc, ce monsieur, il a vu et que c'est tout dernièrement encore qu'on peut arriver à traiter cette maladie. Il se pose deux questions. La première, c'est la question du modèle économique. Le modèle économique qui a été transféré dans ces pays, qui a permis de découvrir ces maladies, c'est un modèle économique marchand. Mais dans ces pays, c'est que les gens oublient, c'est que c'est des sociétés non marchandes et que la maladie et tout le système, même public, est non marchand. Aujourd'hui, on a quand même deux créneaux. Le créneau de la coopération, le créneau du transfert de technologie, et ces médicaments, donc les brevets ne sont plus valables, donc on peut tout à fait les produire. Est-ce qu'on ne pourrait pas interroger la solidarité internationale pour pouvoir produire ces médicaments dans des sociétés non marchandes, parce qu'il n'y a pas de profit à faire, pour pouvoir résoudre un problème de santé publique? Voilà un peu ma question. Est-ce que vous avez exploré ça? Bon, je vais essayer d'y répondre. C'est vrai que pour la première partie de votre remarque, j'avais en tête les films de Jameau des années 20, dans la lutte de ces grandes endémies de la maladie du sommeil. Il faut savoir qu'à l'époque, et à l'époque de votre père, c'était une maladie, peut-être il y avait des endroits au Cameroun ou en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest où jusqu'à 30% de la population était infectée et allait mourir de cette maladie. Et finalement, les principes de contrôle qui ont été mis en place dans les années 20, notamment par Jameau,
ils sont encore actifs, encore maintenant, hein, ce principe de dépistage systématique des villages où il y a de la transmission. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, j'ai un peu noyé le poisson là avec la première partie, parce que c'était plus facile de commenter. La deuxième partie, il y a eu dans les années 90 de multiples tentatives par l'OMS et appuyées ensuite par MSF de délocaliser la production de l'efflornithine dans les pays du Sud, en Égypte, en Inde, au Zimbabwe. Et malheureusement, mais peut-être la technologie à l'époque, dans les années 90, l'Afrique a énormément évolué et maintenant dans les années 2020. Peut-être cet effort pourrait être tout à fait répliqué. Maintenant, la technologie est présente, mais maintenant, disons, on arrive un petit peu au bout du chemin avec la maladie du sommeil. Je pense que si on était dans une situation où il y a encore 10 à 100 000 cas par an, je pense que ce que vous avez dit, élaboré comme scénario, serait totalement valide. Maintenant, on a moins de 300 cas rapportés par an. On a une vision d'élimination, voire d'éradication, en tout cas élimination complète de la transmission. Je pense que on a maintenant les outils médicamenteux. Ils sont disponibles gratuitement via ces accords avec Sanofi. Vous me direz, mais pourquoi Sanofi fait ça? Mais parce que c'est quand même bon pour l'image et ça représente, j'ai calculé hier, un 10 millième du chiffre d'affaires du groupe Sanofi, ce qui est donné pour la maladie du sommeil en termes de médicaments et d'aide à l'OMS pour les programmes. Donc c'est évidemment une goutte d'eau pour ces compagnies. C'est clair que c'est des médicaments qui sont utilisés que pour ça. Il y a zéro marché, soit pour le médicament, soit pour la maladie dans les pays du Nord, donc zéro perspective de profit. Donc je pense que l'avenir, c'est ce que vous avez décrit, c'est d'avoir un maximum de production décentralisée dans les pays qui sont affectés par les maladies. Je pense que pour la maladie du sommeil, c'est trop tard parce qu'il n'y a plus assez de cas, on est proche de l'arrêt de la transmission. Mais pour d'autres maladies, ce que vous avez dit est parfaitement valide. Ce que j'ai entendu dans votre intervention, c'était aussi l'idée de production non marchande. Enfin, c'était pas que la délocalisation, c'était aussi production non marchande, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Et moi, comme raisonnement, ça me paraît très important à garder en tête, que ce soit dans ce type de situation-là. Enfin, vous avez bien dit que c'était pas l'exemple pour la maladie du sommeil n'était pas forcément applicable à tout, mais il y a quand même cette idée-là derrière, et on peut aussi la transposer, ce principe-là, aux problèmes qu'on peut rencontrer dans les pays riches. L'amoxicilline pédiatrique, donc, dont les pénuries frappent les pays un peu partout. Que nous disent les industriels très très souvent, c'est que notamment pour l'amoxicilline, c'est plus très rentable. Novartis, donc l'amoxicilline en France, c'est une filiale de Novartis, c'est Sandoz, et depuis 1 an, Novartis évalue, voir si ça serait pas plus intéressant de se débarrasser de Sandoz, de le revendre, parce que finalement, les médicaments de Sandoz sont pas super intéressants. Mais en fait, si c'est pas intéressant pour vous, dans ce cas-là, laissez les autres produire et laissez notamment des productions publiques le produire. Il y a quelque chose de très très pragmatique à voir ici aussi, en fait. Et dans le cas du médicament qui était au cœur de votre intervention, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu dedans, entre MSF, les échecs de négociation de MSF il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a eu DNDi qui a assuré quand même ce filet de sécurité à chaque fois, à chaque investissement de Sanofi. Donc on pourrait tout à fait imaginer que ça se fasse aussi avec d'autres producteurs en fonction de la complexité de la fabrication de la molécule. D'autant plus que c'est non marchand, et autant donné que c'est non marchand, c'est dans des sociétés non marchandes, donc l'éthique de ces sociétés permettent de produire ces médicaments. Et je vais aller plus loin. On met 0,7% dans l'aide au développement. Le canton de Genève, ici je calcule, on peut mobiliser 20 millions de francs par an qui partent à l'aide au développement. C'est un créneau à ouvrir par rapport à la production sur place de ces maladies, des médicaments pour ces maladies négligées, dont personne ne s'en occupe, mais qui déciment l'Afrique de manière très, très discrète. Personne ne sait, mais toutes ces maladies que vous avez montrées, l'ankylostomiase, le pian, toutes ces maladies, elles n'ont pas disparu, non. Elles n'ont pas disparu du tout parce que mon père a arrêté de travailler dans les années 70 parce qu'on est devenu socialiste et qu'on a supprimé le service des grandes endémies.
On l'a remplacé par l'UNICEF. Donc, la médecine préventive qui a été mise par le colon pour protéger les indigènes a été remplacée par des systèmes internationaux pour amener des politiques nationales. Comme les Africains n'ont pas pu s'adapter à ces politiques nationales, l'Afrique meurt à travers ces maladies qui sont aujourd'hui considérées comme des maladies négligées. Donc il y a une porte qui s'ouvre là, un boulevard. Comme vous le dites, il y a la technologie, il y a les moyens qui est le créneau de l'aide au développement, il y a le transfert de technologie, et ça part dans une société non marchande. Donc il n'y a pas de profit à se faire. Voilà, je vous remercie pour votre éclairage. Une autre question Oui. Oui. Alors, merci beaucoup d'abord à tous les intervenants pour les remarques. Il y a un élément qui m'a particulièrement interpellé, c'est le fait de payer à double, voire à triple. C'est-à-dire, on investit en tant que gouvernement pour la recherche. Et j'ai travaillé pour le gouvernement suisse, Covid Task Force, groupe vaccination. Je pense que le Covid, c'est un exemple, un bon exemple. Et dans une discussion avec une collègue diplomate colombienne, elle a aussi dit un gouvernement comme la Colombie investit aussi, par exemple, dans un mécanisme comme COVAX pour la recherche, pour ensuite avoir accès à un produit qui est tellement intense en cold chain, donc chaîne de refroidissement, que finalement, c'est compliqué pour l'implémentation dans un pays. Et dans une conférence assez intéressante, j'avais une personne de MVV, donc Medicines for Malaria Venture, qui ont présenté un peu leur mécanisme, ça reprend un peu le modèle économique pour pallier à cette difficulté, où pour des médicaments, surtout pour des maladies négligées, tropicales négligées, ils essayent de faire un projet qui est basé sur l'implémentation. Donc, ils pensent d'abord à l'implémentation. Qu'est-ce qui est le prix maximal qu'on peut payer pour ce médicament? Qu'est-ce qui sont les exigences au niveau de chaîne de refroidissement ou autres, pour ensuite aller vers la production. Donc, ils donnent plus ou moins si on est déjà dans l'esprit de Noël, les vœux de Noël avant, et puis c'est la recherche qui fait son travail. Est-ce que ça, c'est un modèle que vous avez peut-être aussi dans le DNDi? C'est un modèle qui peut pallier à cette difficulté? Alors, oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le Target Product Profile, hein, le profil souhaité du médicament qui prend en compte ce que vous avez décrit, hein, le prix maximum, le type de conservation, et c'est clair qu'on peut même dessiner, disons, un plan A, vraiment ce qu'on souhaiterait en premier, mais ce qu'on accepterait comme alternative. Donc souvent, les Target Product Profile ont plusieurs colonnes, et c'est sûr que c'est une étape importante dans le développement de médicaments, souvent des groupes d'experts qui se rejoignent, et puis qui sont... Et ces TPPs sont un guide, en fait, pour ensuite les développeurs de médicaments, parce qu'ils savent, voilà, quel est l'objectif, à combien de personnes on s'adresse, quel va être le prix maximal de vente, si possible, le plus bas évidemment possible pour cet ensemble de maladies. Ça doit être un produit qui se conserve à l'air ambiant jusqu'à 40 degrés pendant une période la plus longue possible. Bref, il y a toutes ces catégories qui sont définies et qui servent de guide. Donc en effet, c'est maintenant, je vois pour la plupart de ces maladies tropicales négligées, c'est une étape maintenant qui est franchie. Oui, ça a été fait pour la maladie de Chagas, ça a été fait pour les leishmanioses viscérales, etc. C'est une étape importante. Peut-être un élément, pour insister sur un élément, donc on a vu avec l'exemple de DNDi, l'exemple des maladies tropicales négligées par la recherche, et on voit notamment l'importance d'un modèle comme celui de DNDi pour y répondre. Mais je pense qu'il faut vraiment saisir, et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec le livre, c'est de comprendre que le modèle actuel de recherche et développement ne permet pas de répondre aux besoins de santé des populations, même en dehors de maladies tropicales qui touchent un nombre très restreint de personnes. Par exemple, les femmes sont négligées par la recherche biomédicale depuis toujours.
Donc des traitements, je pense aux antirétroviraux contre le VIH, il y a eu dans les années 2000, au début des années 2000, des associations de lutte contre le sida qui ont dénoncé le fait qu'au sein des essais cliniques, il n'y avait pas suffisamment de femmes dans ces essais et que les antirétroviraux qui étaient développés étaient sur la base d'une posologie qui répondait plus à des hommes, à morphologie masculine, etc. Et donc, on se rend compte qu'il y a des populations négligées, alors que c'est des populations, que c'est la moitié de la population mondiale, par exemple. Un autre exemple dont on n'a pas parlé, mais dont on parle beaucoup dans le livre, c'est la question de la résistance aux antibiotiques de nombreuses bactéries. Et l'OMS estime que c'est une des pires menaces pour le XXIe siècle, la question de la résistance aux antibiotiques. Donc on se rend compte, et c'est d'ailleurs l'OMS qui le dit, le pipeline de nouveaux antibiotiques est à sec, le pipeline de recherche et développement. Donc les antibiotiques dont on disposait pour, par exemple, réaliser des interventions chirurgicales de routine seront compromises parce que les médicaments qu'on utilise comme les antibiotiques ne fonctionneront plus. Donc des avancées médicales importantes pourront être mises en question par l'absence de nouveaux antibiotiques. Donc voilà, peut-être simplement pour insister sur ce point-là, le système actuel de recherche et développement a un impact aussi pour d'autres aspects des médicaments dont on a besoin. Et je voudrais insister sur un tout dernier point, sur les pénuries de médicaments, un point que Jérôme a soulevé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup les multinationales pharmaceutiques dire nous abandonnons la production de tels médicaments anciens parce que le prix est trop bas. Mais c'est vraiment pour ça qu'on dit qu'il faut que le secteur public assure cette production. Parce que si ça n'intéresse pas les industriels, après tout, on peut les comprendre. Après tout, ils préfèrent produire des médicaments qui leur apporteront plus d'argent, etc. On peut les comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une continuité des soins qui puissent être assurés par le public. Donc, pour nous, ça paraît, plus les pénuries de médicaments augmentent, plus il nous paraît clair que le public doit prendre la suite de cette production. Merci pour cette intervention. On va prendre deux dernières questions avant de clore le débat. Donc allez-y. Voilà, merci beaucoup. D'abord, c'était magnifique comme conférence et le livre, je vais le lire avec attention. Vous savez, l'accès aux médicaments, c'est un vieux débat. Depuis 2 décennies qu'on en parle, mais on n'a pas encore trouvé vraiment une solution parfaite. Et vous avez parfaitement parlé de prix. C'est vrai qu'il influence sur la disponibilité, mais aussi un autre aspect que vous ne l'avez pas dit, malheureusement, il encourage la contrefaçon, qui est un fléau terrible, voilà, en Asie du Sud, en Afrique, surtout au Nigeria. Et là, voilà, quelles sont les solutions? Vous n'avez pas les paysans, mais voilà, comment on dit, market, disons, faire à différenciation de prix selon les marchés, ce qui existe par exemple en Europe. Ça veut dire que certains marchés sont moins chers, donc on peut permettre ça, voilà, pour d'autres pays. Et puis importation parallèle, ça veut dire que dans un pays où là, ou bien donner la licence au pays où il peut fabriquer à moindre coût. Bon, tout ça, ça revient à quoi? À brevet, à propriété intellectuelle. Et là, quand on revient, quelqu'un très bien, un professeur avec très élégamment, que question de le rôle des gouvernements. Bien sûr que les gouvernements ont un rôle très important. Un exemple en a, au mois de mai-juin dernier, que les pays, dans le cadre de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, ils ont pu se mettre d'accord de faire un waiver pour les brevets concernant le Covid. Donc, là, les pays qui peuvent fabriquer, c'est l'Inde, la Chine, et l'Afrique du Sud et le Brésil, à moindre coût. Donc, là, voilà. Là, il y a question d'importation parallèle. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des solutions, mais évidemment que d'un autre côté, il y a une recherche formidable qui se passe par les grandes pharmaceutiques, et vous le savez très bien, mieux que moi, que le délai, c'est 20 ans. 20 ans est très court. Et pour la récupération de l'investissement, il reste
maximum 10 ans, peut-être, même parfois 5 ans. Donc, vous voyez, et là, il y a voir tout ça. Merci beaucoup de votre attention. Ouais, si je peux juste ajouter, souvent on parle de prix et de retour pour l'industrie pharmaceutique. Il faut juste rappeler que souvent quand je pose des questions, pourquoi le prix c'est assez cher, la réponse que j'ai, c'est parce que ça coûte beaucoup pour développer les molécules. Mais c'est pas vrai, dans le sens que c'est vrai que ça coûte beaucoup, mais c'est une petite partie de tout le coût. La moitié de l'argent que l'industrie pharmaceutique paye, c'est pour l'advertisement. Donc, ça, il faut dire aussi, c'est l'advertisement qui coûte beaucoup pour essayer le plus possible de diffuser l'info et de vendre le plus possible. Et plusieurs précisions. Ce que vous indiquez comme étant donc un grave problème de santé dans les pays où l'accès au traitement n'est pas assuré, donc les médicaments sous standard, des faux médicaments, c'est effectivement quelque chose qui est très important, mais la cause principale reste quand même le fait que l'accès au traitement effectif n'a pas lieu. Donc c'est déjà traiter la cause principale de l'égalité dans l'accès au traitement, ça serait aussi une réponse au problème que vous soulevez. Et d'autre part, pour nous, ce point-là doit être abordé avec vraiment de précision. Le terme de contrefaçon que vous utilisez est un terme effectivement lié à la propriété intellectuelle. Mais le problème que vous mentionnez est un problème de santé publique. Donc le souci, c'est sous standard, faux médicaments. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'une confusion est entretenue sur ce sujet-là, notamment pour discréditer l'utilisation de génériques. On l'a vu, nous, dans la lutte contre le sida. Pour donner un exemple, il y a 12 ans à peu près, où c'était fin des années 2000, des médicaments produits, donc des génériques d'antirétroviraux contre le sida, contre le VIH, produits en Inde à destination de la Tanzanie, où donc c'était parfaitement légal au vu des dispositions nationales en Inde et en Tanzanie, sont passés au moment du transport à Amsterdam. Et là, une application qui n'était pas encore prévue, mais du droit international sur la contrefaçon, a fait que des douaniers ont décidé de saisir ce stock au nom de la lutte contre la contrefaçon, mais pas du tout au nom d'un problème de qualité des médicaments. Donc on a vraiment intérêt sur cette question-là à être très très précis dans les termes autour de ça. Merci. J'ai une très brève question. Okay, J'ai une très brève question, et probablement un peu naïve, mais finalement, est-ce qu'il y a des initiatives de production publique de certains médicaments? L'exemple de l'insuline est vraiment celui qui me frappe le plus. 100 ans, je trouve, enfin voilà, c'est très frappant. D'ailleurs, merci pour vos présentations à tous, qui étaient passionnantes. Mais est-ce qu'il y a des initiatives de fabrication publique de ces médicaments? Est-ce que c'est la solution? Et est-ce qu'il y a des freins à ça? Et quels sont-ils? Est-ce que c'est les conflits d'intérêts? Est-ce que c'est la volonté politique? Est-ce qu'il y a d'autres freins? Mais finalement, l'exemple de l'insuline m'a vraiment frappé sur la durée. J'espère que dans 20 ans, on ne sera pas encore là en train de parler de la même chose. Donc la question, c'est quelles sont les solutions que vous voyez en fait à ça? Parce que le diagnostic a l'air assez clair, malheureusement. Merci pour votre question. J'espère aussi, dans 20 ans, que je ne vais plus devoir faire cette même présentation. Il y a une certaine réflexion. Il y a une fondation basée aux États-Unis qui va établir une fabrication, on ne va pas dire publique à 100%, mais où la fondation va fournir un peu le risque, financer le risque, et ensuite faire un transfert de technologie d'un fabricant en Inde. Mais ça va prendre du temps. On ne fabrique pas une usine qui va fabriquer de l'insuline en une semaine. Ensuite, il y a tous les aspects réglementaires et c'est compliqué. Donc, pour moi, à court terme, on n'a pas le choix. Il faut faire face à cette domination du marché par 3 fabricants. Et comment est-ce qu'on utilise les gouvernements pour combler ce vide, que ce soit de subventionner ou de trouver des moyens pour travailler avec le secteur privé. Et en parallèle, je dirais, quel rôle pour la société civile pour faire monter cet élément et de changer un peu cette réalité. Mais à court terme, je ne vois vraiment pas de solution. À moyen, long terme, il faut espérer que d'autres fabricants rentrent sur le marché, que ce soit d'autres fabricants privés ou qu'on trouve un modèle hybride pour concurrencer et changer fondamentalement ce marché. Mais malheureusement, on fait face vraiment à des fabricants qui contrôlent toute cette chaîne que je vous ai présentée, de l'élément d'innovation jusqu'à l'utilisation pour vraiment vendre leurs produits sur un marché très concurrentiel et très difficile à rentrer dedans.
Et peut-être pour compléter là-dessus, on a l'exemple du Brésil qui produit publiquement de nombreux médicaments. Et l'une des difficultés pour le gouvernement brésilien, enfin pour tout ce modèle de production publique, c'est que, je vais vous donner un exemple, il y a eu de la production publique d'un diagnostic, d'un test PCR sur l'hépatite C du laboratoire commercialisé par le laboratoire Abbott. Le gouvernement brésilien, ou plutôt l'Institut Fiocruz Biomanguinhos, ont décidé de développer à un prix beaucoup plus bas le même test de façon publique parce que le prix d'Abbott était vraiment trop élevé. Ils ont fait tout ce travail de réglementation, d'homologation, de production du réactif, etc. et aussi de répartition des plateformes PCR et des réactifs sur tout le territoire brésilien. Et en fait, au moment où ils ont fait ça, Abbott s'est aligné sur le prix du laboratoire public et a même proposé un prix légèrement inférieur. Donc ensuite, au niveau du gouvernement brésilien, il y a eu des débats internes sur est-ce qu'on paye le réactif légèrement plus cher du laboratoire Abbott ou est-ce qu'on continue de financer celui que nous, on produit publiquement. Et donc, c'est ça aussi qui peut tuer la production publique et rendre très très difficile la production publique et sa pérennité d'une certaine façon. Merci beaucoup. Cette conférence débat s'achève. Merci pour la richesse de ces interactions entre le public et les intervenants et pour ces discussions passionnantes. C'est vrai que ces discussions ont permis vraiment de comprendre à quel point les stratégies commerciales l'emportent en matière de politique du médicament et que l'accès aux médicaments est devenu complètement tributaire de ces stratégies et qu'il échappe, il est pris dans des enjeux qui échappent complètement à la question de la santé. Et donc on peut rebondir sur l'introduction du professeur Antoine Flao sur la question du bien commun, de la santé comme bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire de replacer, de repenser la santé comme un bien commun? C'est, je pense, une question qui est entre les mains de tout le monde et qui peut peut-être mûrir dans l'esprit de chacun d'entre nous et de tous ceux qui sont présents ici pour pouvoir essayer de repenser cette question qui est fondamentale. Voilà, merci beaucoup. Donc je vais remercier aussi la direction du développement et de la coopération suisse pour son soutien à cet événement. Je remercie tous les intervenants pour avoir participé, ainsi que les auteurs de Combien coûtent nos vies, qui se sont déplacés à Genève afin de discuter de cette thématique. Je remercie l'Université de Genève, les hôpitaux universitaires de Genève et le Geneva Health Forum pour avoir permis la co-organisation de cet événement. Et je remercie tout particulièrement Éric Comte, David Béran et Marina Jacquinot pour le travail de coordination.